Les sports de combat deviennent de plus en plus populaires, notamment le MMA. Le MMA, c'est un sport qui mélange ce qui se fait de mieux dans les arts martiaux. Et parmi toutes ces techniques, une discipline domine largement le milieu. Le grappling. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir mon quotidien dans un camp d'entraînement de grappling au Brésil. Mais avant, faut peut-être que je vous raconte comment j'en suis arrivé là. Ça, c'est Nicolas Renier, le président du club de MMA dans lequel je m'entraîne, le NR Fight. C'est d'ailleurs là où j'ai rencontré Mathilde, la combattante professionnelle avec qui j'ai fait ma dernière vidéo. Chaque année, Nicolas il organise un camp d'entraînement au Brésil dans le but de découvrir la vibes Carioca. Putain, il est bien chargé le Kaipi. Et Carioca, c'est le nom qu'on donne aux gens qui sont nés à Rio de Janeiro, au Brésil. Le camp est fait pour s'entraîner en luta libre, une discipline de combat au sol qui se pratique sans kimono. Tu dois certainement connaître le jiu-jitsu brésilien, et bien là c'est la même idée, mais sans kimono. Nicolas me frappe pas, je t'en supplie, je sais que luta libre et JJB c'est complètement différent dans l'histoire, mais il faut que je fasse au plus simple. Le concept il est plutôt simple. Le matin, entraînement, l'après-midi, activité et le soir, entraînement. Pour être honnête, c'était 2 semaines hyper intenses, mais dont je garderai un souvenir à vie. Moi, c'est Lulu et j'ai commencé le MMA il y a 1 an. La discipline venait d'être légalisée en France et j'ai toujours trouvé ce sport hyper complet car il mélange des phases debout en pied-point, des phases de lutte pour emmener au sol et des phases de grappling dans le but de dominer son adversaire ou de le soumettre. Sauf que sur ce dernier point, je n'ai jamais été très bon. Je trouve que le grappling, c'est hyper technique. Pour moi, c'est un sport de jeunes qui ont commencé les sports de combat tout petits. Mais je me suis souvenu que je disais pareil pour la boxe il y a quelques années et j'ai aussi dit ça concernant le MMA il y a 1 an. Je me dis que le meilleur moyen de progresser, c'est peut-être d'aller directement dans le pays où le grappling est devenu une religion. Sauf que non, j'ai vraiment pas envie de faire ça. J'ai aucun niveau en grappling, je vais me faire éclater et je vais certainement rentrer déçu de ce voyage. Je commence quand même à en parler autour de moi et je me rends compte que dans mon environnement, le projet emballe tout le monde. Et si le fait d'aller au Brésil n'était pas justement la solution pour en apprendre plus sur ce sport, mais aussi en apprendre plus sur moi. De plus, une phrase résonne dans ma tête. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des histoires à raconter. Je prends mes billets et 1 semaine plus tard, je saute dans un avion direction Rio de Janeiro, au Brésil. Premier jour, on rentre dans le vif du sujet. Je rencontre les personnes avec qui je vais m'entraîner pendant 2 semaines et on se dirige vers la première salle qui va rapidement devenir notre QG, la mythique salle de Carlson Gracie. Carlson Gracie, c'est un acteur majeur du grappling dans le monde. Il a joué un rôle clé dans l'évolution du jiu-jitsu brésilien, formant toute une génération d'athlètes et ayant impacté massivement le monde du MMA en produisant différents champions. On s'échauffe et le premier sparring arrive. J'ai clairement pas le niveau. Je me fais aligner, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour me défendre. De plus, tu m'enlèves les points et généralement au sol, j'aime bien mettre des coups pour déstabiliser au maximum l'adversaire. Je comprends rapidement que le niveau est hyper élevé autour de moi et je me demande ce qui m'a pris de faire 9000 km pour ça. L'entraînement se termine et on nous donne rendez-vous au lac pour faire un tour de vélo et faire la rencontre des uns et des autres. Les gens sont cool et je me sens bien. Je réalise que je suis au Brésil, loin de chez moi, et je sais pas pourquoi mais j'apprécie cette sensation. Le soir, on retourne au charbon. Au Brésil, les Uber sont le meilleur moyen de locomotion. Les environnements ici sont magnifiques et le temps de trajet, c'était le meilleur moyen d'apprécier le paysage et de se reposer avant de reprendre l'entraînement. Ce soir-là, on prend la route direction un quartier riche de Rio, à la Pyramid Grappling Association. Une salle bien différente des autres salles qu'on va découvrir par la suite. Un cadre propre et hyper soigné. Ici, les trophées bordent les murs autour du tatami. Comme d'habitude, on s'échauffe et on apprend la technique du jour. Ce soir-là, je me sens bien. L'intégration avec le groupe se passe bien et j'ai voulu mettre à profit tout ce que j'avais appris le matin. Le temps s'écoule et c'est l'heure du sparring. Devant moi se dresse un colosse. Abdou, ceinture noire de judo. Autant te dire que j'ai pas intérêt à rester trop longtemps debout avec lui. Et heureusement pour moi, avec la sueur, il glisse. Il y avait un monde où Abdou Airline me faisait retourner en France sans escale. J'ai essayé je pense que même si il n'y aurait pas de souci. Il n'y a pas eu ce genre de problème. Et ils sont arrivés, Nancy, je crois qu'ils sont arrivés quand... Le sparring se déroule bien, le niveau est équilibré et la soirée se termine tranquillement avec toute l'équipe.
Et on va la prendre le soir même, mais le lendemain, on a rendez-vous dans la zone la plus dangereuse de Rio, les favelas. Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job. Todas viciadas em cinta, pedindo pix pros cara que é bigode. Les favelas sont réputées comme les zones les plus dangereuses ici, au Brésil. Ce sont des quartiers populaires situés à la périphérie des grandes villes brésiliennes et elles sont souvent construites de manière informelle, sans autorisation ni plan d'urbanisme, sur des terrains en pente parfois instables ou difficiles d'accès. Et les favelas sont surtout connues à l'international pour deux raisons principales. La première, c'est la violence et les trafics. Certaines favelas sont dominées par des groupes criminels qui contrôlent le trafic de drogue. Cela a donné lieu à de nombreux reportages et films comme La Cité des Dieux qui ont contribué à diffuser une image violente de ces quartiers. La deuxième, c'est la richesse culturelle, car malgré des conditions de vie souvent précaires, les favelas sont aussi des lieux de créativité intense. La musique, comme le funk carioca ou la samba, la danse, l'art de rue et le sport y occupent une place centrale. De nombreux artistes, footballeurs ou combattants célèbres sont originaires de ces quartiers. Aujourd'hui, les favelas symbolisent à la fois les inégalités sociales du Brésil et la résilience de ses habitants. Certaines initiatives locales sont mises en place pour rendre cet environnement attractif et touristique, ce qui va permettre aux habitants l'accessibilité à différents loisirs, notamment le sport. Pour cette journée spéciale, on rejoint Johnson et Adriano dans le cadre d'un projet social appelé EcoArt qui vise à promouvoir l'éducation et la santé à travers le sport et la culture. Johnson, c'est une personne extrêmement solaire qui est multiple médaillé au sol et qui transpire la gentillesse. Adriano, quant à lui, c'est le responsable du projet EcoArt dans la favela de Santa Marta et c'est aussi un coach de lutte et de grappling. Ce sont deux monstres dans leur discipline qui mettent leur temps à profit d'élèves et d'initiatives venant en aide aux favelas de Rio. En gros, là, avec le camp, on va aller dans les favelas. On a pas mal de... d'alerte, enfin on nous met en alerte sur certaines choses qui peuvent se passer là-bas. En gros ici tout va bien, vous pouvez monter et filmer, mais il y aura des endroits où il va lever la main comme ça pour arrêter de filmer, parce que là c'est les trafiquants de drogue. On va voir, c'est une première, en vrai moi j'ai confiance parce que de toute façon on est dans un bon groupe avec des gars qui sont très reconnus là-bas et ouais on a eu pas mal d'indications de choses à faire, à suivre, etc. Pas le droit de filmer, des choses comme ça. J'ai hâte de voir. Pas de stress parce que du coup je suis avec tout le groupe donc en vrai ça se passe plutôt bien mais en vrai c'est assez flippant je trouve quand même. On va voir, on va aller s'entraîner là-bas de toute façon. On va voir ce que ça a donné hein. Ce signe, ça signifie qu'il est interdit de filmer, et sur notre chemin, on va en voir des choses. Il est normal dans les favelas de croiser des gardes avec des énormes fusils d'assaut. Quand je dis garde, je parle de gens normaux, comme vous et moi, assis sur une chaise avec les habits chill et une kalachnikov dans les mains. C'est eux qui défendent les intérêts de la favela et qui font en sorte que l'ordre règne. On s'est senti relativement en sécurité pour être honnête, car globalement, avec nos têtes de gringos, ils savent qu'on est des touristes, et surtout, on était accompagnés par Adriano, notre guide sur place. Mais il faut garder en tête que tout ça, malgré le fait qu'on se sente bien et en sécurité, c'est dans les intérêts de la drogue et que c'est fréquent d'avoir des règlements de compte ici. Dans les favelas, ce n'est pas la police qui fait la loi, mais les chefs de gang. On continue notre périple et Adriano nous emmène chez lui et nous présente comment il a aménagé sa maison pour accueillir les enfants, les entraîner et les emmener loin de cette vie dangereuse. Sur le moment, je ne le sais pas encore, mais je vais vivre l'un des entraînements le plus marquants de ma vie. On nous emmène tout en haut de la favela, au niveau du terrain de basket. À droite, de la capoeira. Les enfants dansent et l'énergie est incroyable. À gauche, des tatamis et une multitude d'enfants avec le sourire, prêts à apprendre la technique du jour. What's your name? My name is Inglês ou français ou portugais, sont pour. Juan. Ah, mas você pode ser. L'idée ici, c'était de passer un moment avec les enfants et de leur apprendre nos meilleures techniques. C'est clairement l'un des moments les plus marquants de mon expérience ici au Brésil. C'est tellement fou de voir autant de visages avec le sourire à côté de gardes ayant en main des armes de guerre.
D'ailleurs, si vous remarquez bien, tous les plans sont pris vers le fond du terrain de basket et non vers l'entrée, car il était interdit de filmer les personnes à l'abord du terrain pour éviter le moindre souci. La soirée continue et je vais affronter mon adversaire le plus coriace. Julia, Hyper Mimi. En vrai, c'est dingue de voir qu'une aussi petite personne peut clairement te soumettre facilement avec la bonne technique. C'était vraiment une expérience exceptionnelle ce soir et c'est là qu'on se rend compte que les favelas c'est bien plus que des affaires de drogue et de crime. Derrière ces bâtiments, il y a des enfants, une vie et des personnes qui feront tout pour donner une vie meilleure à la communauté. Le lendemain, on repart à l'entraînement et le cadre va être totalement différent. Et peut-être qu'on l'aide à pousser. Les bruits qu'on entend derrière moi, ça veut dire qu'on est bien arrivé chez Ricardo. Ricardo Cardozo, c'est le maître de la Kados Team, un combattant multiple champion du monde et ceinture noire 5e dan. Un monstre tout droit venu du Brésil qui va nous enseigner ses meilleures techniques. Sa salle est domiciliée dans une église, car par manque de moyens, il ne peut pas avoir sa propre salle. Et l'église, globalement, c'est un environnement entièrement disponible pour les habitants dans le but d'apprendre les sports de combat, d'étudier ou de loger s'il y a le besoin. Et on est reparti pour un tour. On apprend la technique du jour, et on part sur un sparring. Aujourd'hui, je me retrouve face au Brésilien Leandro. On a le même niveau et globalement, le sparring se passe bien. Tu l'as. J'affronte ensuite Arnaud, un gars du camp avec un niveau beaucoup plus élevé que le mien. Avec lui, j'apprends certaines bases que je n'ai toujours pas et je continue d'évoluer dans la discipline. L'entraînement se termine et bordel, je sens que je progresse et ça me fait vraiment du bien. Je viens de tourner avec un Brésilien, heureusement il était ceinture blanche comme moi, il avait énormément de force, très cool et très sympa, un bon esprit même sur tout le camp avec tous les sparring etc. Après c'est chaud, c'est un sport de fuck et puis la chaleur, le fait qu'on manque d'eau, j'ai pris électrolytes, je bois beaucoup etc. mais complètement différent des sparring de MMA ou autre. C'est hyper chaud. On se détend tranquillement avec les copains avant de reprendre la route pour un lieu là encore exceptionnel. La salle d'Alexandre Pequeño Nogueira. Pequeño, c'est un combattant qui a été 7 fois champion de MMA au Japon ayant gardé le titre pendant un très long règne de 7 années consécutives. La salle est magnifique. Les drapeaux du monde entier qui longent la salle, les tapis rafistolés du mieux possible avec du scotch, ainsi que la cage de MMA dans le fond rendent l'environnement très spécial. Comme d'habitude, on s'échauffe et on se lance rapidement dans des sparring Brésil contre France. Là c'est que des sparring Brésil contre France et il y a NR qui est en train de sélectionner en fait tous les Français qui vont combattre les Brésiliens qui sont déjà eux tous sur la ligne avec différentes ceintures, voir un peu qui domine entre les Brésiliens et les Français. C'est assez stressant en vrai. C'est le mercato. C'est à mon tour d'être sélectionné pour affronter un jeune ayant une semaine de lutte à livrer. De plus, physiquement, l'écart est stratosphérique entre lui et moi. Et malgré tout ça, il était vraiment fort et il avait d'excellents réflexes.
C'était l'un de mes meilleurs sparring, j'ai adoré. Le gars avec qui j'ai sparé, il avait une putain de semaine de lutte à livrer, de jiu-jitsu brésilien Nogui. Incroyable. Il a des réflexes de fou malade. Mais en vrai, j'ai dominé parce qu'il y a une différence de poids, je pense, de 15-20 kilos large. Incroyable, incroyable. Je suis sa mère. Mais je me devais de revenir sur le une semaine de lutte à livrer. You black belt in BJJ. En fait, c'est bien sa première semaine, mais il a plusieurs années de MMA derrière lui, malgré son jeune âge. On continue les sparring, et là, c'est pareil. Une différence extrême de physique me sépare de mon adversaire. Pas d'ego ici, je vais tenter d'appliquer ce que j'ai appris d'une façon saine et de le faire progresser face à un gabarit comme moi. Franchement, c'était trop cool, l'ambiance est top et c'était une très belle expérience ce tatami. Subscribe to what name? Lulu. Lulu. No. Subscribe for canal Lulu. Like it. I don't speak English, but we are here. Incroyable. Encore un sparring avec 30 kilos de différence, il était très bon. Incroyable, vraiment. You know Tijolinho? Forget Dagestan. Come to Brazil, 3 years, professional luta livre. Vamos, taking picture. Thanks a lot. Obrigado, guys. Encore et encore un énième entraînement qui se termine et une énième soirée qui se clôture. La vibes est vraiment incroyable ici, je me sens vraiment bien. Mais l'entraînement n'est toujours pas terminé et demain on va avoir le droit à l'ambiance franco-brésilienne la plus impressionnante du camp. Ce soir, on est dans la favelas de Fogueteiro et l'endroit est encore une fois complètement insane. Aujourd'hui, entraînement dans le complexe sportif de la favela de Fogueteiro. On est accueilli par Diogo, ceinture noire de lutte à livrer. Ici, c'est aussi la débrouille. On en profite pour découvrir les lieux, se changer et discuter avec les enfants qui s'entraînent dans cette favela. Brahim? You? You're not fighting? Not fighting? Ah, oh wow! Oh wow! Ok. L'entraînement commence et on a rapidement une démonstration des compétences des enfants sur le tatami. Mais en vrai, avec l'intro que je viens de mettre, la partie la plus intéressante de la soirée, c'est encore et toujours le Classico France-Brésil. On a eu le Classico France-Brésil en ceinture orange où la hype a commencé à monter. On a eu aussi le Classico France-Brésil féminin. Tu mets son dos par terre. Sors sa tête. Non, reste là. Si elle va pour te renverser, tu lâches tout, tu poses tes mains. Et le Classico France-Brésil avec les deux plus grosses marmules de la salle comprenant Steve du camp. Au début, je me sentais pas du tout à l'aise avec ma très petite expérience en lutte à livrer. Mais au final, ce camp m'a apporté énormément d'un point de vue personnel. Que ce soit par les différentes rencontres que j'ai pu faire, les nombreuses discussions que j'ai pu avoir et mon évolution sur le tatami. D'ailleurs, si toi aussi tu veux vivre cette expérience, j'ai mis un lien en description. Merci Nicolas de m'avoir fait confiance sur ce projet. Merci à tous pour l'accueil et l'énergie mise dans le camp. Obrigado a os meus amigos no Brasil. Et l'aventure continue sur Instagram car je n'ai pas fait que du grappling là-bas.
Maintenant, selon toi, vers quel camp je devrais me diriger pour la suite ?